Dans ce dossier, nous allons prendre le temps de comprendre et de mieux connaître les tornades, ces étranges phénomènes météorologiques qui peuvent être extrêmement destructeurs et dangereux pour les populations. Tenez, selon l'Organisation météorologique mondiale, les tornades tuent entre 300 et 400 personnes chaque année, dont 150 aux États-Unis. Et oui, car certaines régions du monde sont plus exposées et plus vulnérables que d'autres. Ça, on y reviendra. Mais d'abord, essayons de comprendre comment se forme une tornade, car il faut des conditions très précises. Il y a de l'orage dans l'air. Je crois que ça va mal tourner. C'est le cas de le dire, car une tornade, ça tourne, et ça tourne vite. Les tornades les plus fréquentes et les plus violentes naissent au sein des orages. Mais pas n'importe lesquels. Des orages très puissants, que l'on appelle supercellulaires, et qui se produisent principalement en été. Ok, stop. Est-ce qu'on peut reprendre l'histoire depuis le début? À commencer par la formation de ces orages. Eh bien, en été, le soleil réchauffe le sol. Un air chaud et humide s'en échappe. Comme il est plus léger que l'air qui le surplombe, il s'élève en altitude comme une montgolfière. Là, il rencontre un air environnant froid et sec. À son contact, l'air chaud et humide se condense pour former un nuage, le fameux cumulus. Ah oui, ces nuages en forme de chou-fleur. Mais on n'a pas encore d'orage à ce stade. Patience. Si l'air en altitude est suffisamment froid et sec, et si l'air qui monte est très chaud et humide, alors son ascension gagne en puissance. Le nuage grandit et atteint rapidement des proportions gigantesques, jusqu'à 15 km de haut et de large. Ce nuage surdimensionné est un cumulonimbus. Il occupe toute la première couche de l'atmosphère, la troposphère. Si j'ai bien compris, il est temps de se mettre à l'abri. Pas tout de suite, car il manque encore quelques éléments pour obtenir un orage supercellulaire. Notamment, une importante variation de vitesse ou de direction des vents en fonction de l'altitude, ce que l'on appelle le cisaillement des vents. Cette différence de vitesse entre les vents rapides en altitude et ceux plus lents au sol provoque dans le nuage la rotation de l'air le long d'un axe horizontal. Ce rouleau horizontal est ensuite redressé à la verticale par l'air ascendant, aspiré par le cumulonimbus. Une colonne d'air tourbillonnante et légèrement inclinée se crée alors. C'est le mésocyclone. Le nuage tout entier se met alors en rotation. On a notre orage supercellulaire. Il peut rester actif pendant plusieurs heures et s'accompagne de pluies abondantes, de grêlons et d'éclairs. Cette fois-ci sûr, je m'éloigne. La tornade ne doit plus être très loin. Pour arriver au stade de la tornade, il faut des vents encore plus puissants. À l'intérieur du nuage, les pluies refroidissent l'air qui devient plus lourd et se dirige vers le sol. Les courants descendants entourent le mésocyclone, le forcent à s'étirer verticalement et le rapprochent du sol. Un cône étroit, appelé tuba, se profile sous le cumulonimbus. Les vents s'accélèrent jusqu'à la surface du sol. Le tuba finit alors par atteindre le sol. C'est la tornade. Waouh! Eh ben, ça décoiffe. Oui, les vents atteignent parfois les 400 km/h. Voilà, et lorsque l'équilibre entre les vents ascendants et les vents descendants n'est plus maintenu, ou lorsque la tornade rencontre un relief, eh bien le phénomène s'estompe et disparaît. Alors les tornades les plus puissantes sont capables de tout balayer sur leur chemin. Toitures arrachées, maisons effondrées, voitures déplacées et évidemment des débris qui se transforment en véritables projectiles que l'on peut retrouver à des dizaines de kilomètres, voire parfois des centaines de kilomètres. Et l'analyse de tous ces débris et de ces objets déplacés permet de classer les tornades en fonction de leur force destructrice. Regardez, vous allez tout comprendre. Ouh là là! En effet, il y en a des dégâts. La tornade a dû souffler vraiment fort. Et pour connaître l'intensité d'une tornade, il faut inspecter les dégâts qu'elle a causés à la loupe. La classification que l'on utilise s'appelle l'échelle de Fujita améliorée. Elle va des catégories EF0 à EF5.
Alors, pour savoir où ranger cette tornade, menons l'enquête. Eh bien, pour commencer, il faut regarder l'état des habitations. Car plus la tornade est puissante et plus les maisons sont détruites. Un vent de 100 km/h, plutôt faible pour une tornade, emporte les tuiles des toits, les gouttières et les débris soufflés cassent les fenêtres. Au-delà, le vent peut créer des phénomènes physiques aux effets dévastateurs. Selon le bien connu théorème de Bernoulli, plus la vitesse d'un fluide diminue, plus la pression augmente et inversement. En entrant dans la maison par les fenêtres brisées, le vent ralentit, donc la pression à l'intérieur de la maison augmente et exerce une force sur le plafond. Dans le même temps, les vents extérieurs accélèrent en passant sur le toit et ils exercent moins de pression. Surpression à l'intérieur, dépression à l'extérieur, cela crée une force qui, si elle est suffisamment forte, arrache le toit. Oh, la tuile! Comme tu dis. Et les murs fragilisés sont vite emportés par les vents. Regarde, ces maisons individuelles sont totalement détruites. Notre tornade est donc une EF4 ou une EF5. Et comment on fait pour savoir? Continuons l'enquête, c'est pas le moment de tourner en rond. Eh bien, on peut inspecter les objets lourds comme les voitures. Plus le courant ascendant de la tornade est puissant, plus ils seront emportés loin. Cette voiture n'a clairement pas roulé jusqu'ici. Ça nous indique un niveau 3, 4 ou 5. Et puis regardons maintenant d'un peu plus près. Car des vents puissants peuvent transformer des débris normalement inoffensifs en véritables projectiles. Qu'est-ce que tu remarques ici, Sherlock ? Eh bien, mon cher Watson, je vois une paille plantée dans un pneu et un bout de bois dans une brique. Bien joué, la petite voix. Notre tornade fait donc partie de la catégorie EF4 ou EF5. Dis donc, ils sont pas faciles à départager ces deux-là. La clé de notre énigme se trouve dans l'observation des immeubles. Un immeuble solide, bien accroché à son toit, va résister à une tornade de catégorie 4, mais aura des dommages structuraux face à une tornade de catégorie 5. Et si tu regardes cet immeuble, il est plutôt bien conservé. La tornade qui est passée était donc une EF4. Ça ressemble à quoi une EF4? À une tornade puissante avec des vents de l'ordre de 300 km/h. Un courant d'air en méga géant, quoi. Le pays qui connaît le plus grand nombre de tornades dans le monde, c'est les États-Unis. Entre 800 et 1300 tornades observées chaque année, dont la moitié peuvent provoquer des dégâts importants. Et en particulier dans une région qui va d'ici, du bassin du Mississippi aux grandes plaines du Texas, de l'Oklahoma, du Kansas, du Nebraska. Cette région, justement, on l'appelle Tornado Alley. C'est là que se produisent les tornades les plus puissantes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le point de rencontre entre des masses d'air froides et sèches qui viennent du nord avec des masses d'air chaudes et humides qui remontent du golfe du Mexique et auxquelles s'ajoutent des vents de force et de direction différentes. Aujourd'hui, dans le fil du temps, nous vous racontons l'histoire des tornades les plus violentes subies par les États-Unis. 1521 est une mauvaise année pour les Aztèques vivant à Tenochtitlan Tlatelolco, l'actuel Mexico. Résistant tant bien que mal à Cortés, un conquistador espagnol venu s'emparer de la ville, ils se font surprendre par une tornade. La première tornade décrite de l'histoire américaine. Bien sûr, les Aztèques ne connaissaient pas ce mot. Mais la description donnée dans le Codex de Florence, une encyclopédie du monde aztèque composée de 12 tomes, semble sans appel. Tourbillon et très grand vent. Ça vous rappelle quelque chose, non? La tornade subie par les Aztèques les a fortement affaiblis. 2 jours après son passage, Tenochtitlan Tlatelolco est tombé aux mains de Cortés. Bienvenue à Saint-Louis, dans le Missouri. Ici, personne ne craint les tornades. Et pour cause, depuis 25 ans, la ville n'a connu aucun phénomène météorologique grave. On se sent protégé. Pourtant, le 27 mai 1896 après-midi, tout change. The Great Cyclone, une tornade très puissante, s'abat sur la ville. Elle ravage tout sur son passage. École, hôpital, prison, maison et même un pont qui a été construit pour résister au pire. Résultat, 255 morts. C'est la désolation. On considère aujourd'hui la tornade de Saint-Louis comme l'une des plus coûteuses de l'histoire des États-Unis.
Les dommages de 50 millions de dollars à l'époque seraient l'équivalent de 2,9 milliards aujourd'hui. Une fortune. Malgré les nombreuses personnes qui viennent aider cette ville, les habitants sont laissés sans abri, sans travail et sans aucun bien, obligés de tout recommencer à zéro. La tornade de tous les records. Il est difficile de trouver une définition plus appropriée pour la Tri-State Tornado qui a touché le sol le 18 mars 1925. Pour commencer, son nom est un petit indice. Elle a traversé 3 États. Le Missouri, l'Illinois, l'Indiana, sur un trajet d'environ 350 km. Cela fait d'elle la tornade qui a effectué le plus long trajet aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi la tornade qui a eu la plus longue vie. 3h30 au total, celle qui s'est déplacée le plus vite, plus de 100 km/h, mais aussi malheureusement la plus meurtrière des États-Unis avec 695 morts. Et malgré le nombre très important de tornades qui touchent chaque année ce pays, ces 4 records n'ont jamais été dépassés depuis 1925. Et heureusement. F0, F1, F2, F3, F4 et même F5. Les 3 et 4 mai 1999, tous les niveaux d'intensité d'une tornade sur l'échelle de Fujita étaient représentés. Au cours de ces 2 journées, 66 tornades frappent l'Oklahoma et le Kansas, 2 États du centre des États-Unis. L'une d'entre elles atteint officiellement des vents records de 484 km/h. Ce sont les plus puissants qu'aient jamais estimés les radars météorologiques Doppler. À cette vitesse, rien ne sert de s'accrocher à un poteau, car tout est emporté. Les arbres, les voitures et même les maisons. L'orage débute près d'Amber, une ville située au sud-ouest d'Oklahoma City. En même temps qu'il se dirige vers le nord-est, il gagne progressivement en intensité. Au niveau des villes de Bridge Creek et Moore, une tornade d'intensité F5 balaie tout ce qui se trouve sur son passage. Au total, ces tornades auront causé la mort de 46 personnes. Le sud-est des États-Unis, son climat chaud et humide, ses quelques nuages, ses pluies et ses tornades. Eh oui, c'est ici que du 25 au 28 avril 2011 s'est produit le Super Outbreak, c'est-à-dire la plus importante éruption de tornades. Plus de 340 ont été recensés à travers 14 États de cette région des États-Unis. Toutefois, c'est dans la journée du 27 avril qu'elles ont été les plus nombreuses. En seulement 24 heures, environ 200 tornades ont été enregistrées par les météorologues américains. Un record. Jusque-là, il était détenu par l'Outbreak du 3 avril 1974 qui comptait environ 140 tornades. Cette journée a été particulièrement meurtrière, avec plus de 310 personnes décédées et les dégâts colossaux se sont chiffrés à plus de 10 milliards de dollars. Qu'est-ce qui fait plus de 15 fois la longueur du Titanic, qui tourne très vite et qui détruit tout sur son passage? Allez, c'est facile, je vous aide. C'est la tornade la plus large jamais enregistrée. Près de 4,2 km de diamètre. On l'appelle El Reno, du nom de la ville qu'elle a frôlée le 31 mai 2013 dans l'Oklahoma aux États-Unis. Officiellement, cette tornade a été classée à un niveau d'intensité EF3 sur l'échelle de Fujita selon les dégâts qu'elle a causés. Toutefois, ce classement a été contesté par certains scientifiques et des chasseurs de tornades. Ils y voyaient davantage les caractéristiques du niveau EF5 avec des vents de plus de 400 km/h. Alors attention, en fonction des régions du monde, les tornades peuvent prendre des aspects différents. Et puis il y a aussi des phénomènes qui ressemblent beaucoup à des tornades, mais qui n'en sont pas. De la France à l'Australie en passant par le Bangladesh et l'Argentine, voici un tour du monde tourbillonnant. Le Bangladesh est l'un des pays avec le plus grand nombre de tornades au monde. Celles-ci peuvent être causées par des moussons, par de l'air froid provenant de l'Himalaya, mais aussi par des cyclones. Pourtant, les cyclones et les tornades sont très différents. Un cyclone correspond à une masse d'air qui tourne autour d'un centre à très basse pression, alors que les tornades ne sont pas liées aux dépressions. Enfin, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux orageux.
Un cyclone, c'est un amas de nombreux orages soudés entre eux et qui tournent en spirale. Et dans un de ces orages, on peut avoir des mouvements rotatifs plus forts et qui réussissent à former une tornade. Donc, il y a plein d'orages dans les cyclones et certains de ces orages peuvent provoquer des tornades. Dans ce pays, elles sont souvent aussi puissantes qu'aux États-Unis. Mais ici, elles font plus de victimes. La tornade la plus meurtrière de l'histoire aurait eu lieu au Bangladesh en avril 1989, où plus de 1000 personnes auraient perdu la vie à cause d'une très puissante tornade, probablement de l'ordre de F4 en intensité, et qui faisait plus d'1 kilomètre, voire 2 kilomètres de diamètre, et qui a dévasté une grande partie de la région de Dhaka à son passage. Elle a frappé une zone très fortement habitée, et en plus avec des bâtiments qui sont souvent fragiles dans ces régions-là. Donc on peut imaginer que le nombre de victimes s'accroît rapidement. F4, c'est donc 4 sur une échelle allant de 0 à 5. Elle permet de connaître l'intensité d'une tornade en se basant sur les dégâts qu'elle cause, notamment sur les infrastructures de type occidental. Mais alors justement, au Bangladesh, les bâtiments sont fragiles et très différents des nôtres. On peut quand même classer les tornades ? Normalement, l'échelle de Fujita permet de prendre en compte des cas qui ne se produisent pas aux États-Unis. Donc on peut quand même trouver des dégâts qui se rapprochent à ceux décrits dans l'échelle de Fujita, notamment la nouvelle échelle améliorée qui prend en compte un plus grand nombre de types de dégâts. Donc oui, on peut estimer à peu près la force de cette tornade, notamment celle de 1989, qui était estimée aux alentours de F4. Waouh, quelle classe! Vous l'avez deviné, nous sommes en Argentine. Et ici, il n'y a pas que les humains qui dansent, il y a aussi le vent. Si, je vous assure. Elles se produisent dans ces régions-là au niveau de ce qu'on appelle le front de convergence sud-atlantique. Donc c'est une limite entre deux masses d'air chaudes au niveau du Brésil plus au nord et plus fraîches sur le centre de l'Argentine. Et donc entre les deux, on a des axes pluvio-orageux qui se forment et qui donnent de fortes pluies et également parfois des tornades sous les orages qui se produisent. Mais ici, les saisons sont inversées par rapport aux États-Unis. À Buenos Aires, par exemple, de fin septembre à décembre, c'est le printemps. Mais alors, elles se produisent quand, les tornades en Argentine ? Dans ces régions subtropicales de l'hémisphère sud, il y a deux pics relatifs d'activité dans l'année, plutôt vers la fin du printemps ou le début de l'automne. Nous voici dans la mer Méditerranée. Et ici, comme les touristes, les tornades ont les pieds dans l'eau. C'est ce que l'on appelle des trombes marines. Les trombes marines correspondent à des tornades de faible intensité qui, en général, ne se développent pas sous des orages supercellulaires. Donc elles n'ont pas besoin d'autant de contraintes physiques pour se former. Il suffit d'un orage qui stationne et qui génère des vents contraires au niveau d'une convergence de vent pour que des tourbillons s'amplifient. Moins contraignante et de faible intensité ? Oh bah c'est vite dit. Quand on regarde certaines trombes marines, on a vraiment l'impression que Poséidon se déchaîne. Oui, alors dans certains cas, ces trombes marines peuvent être plus violentes et en général, elles sont liées, dans ces cas-là, à des orages supercellulaires, ce qui veut dire en fait qu'on a une rotation d'ensemble du nuage orageux qui va amplifier la trombe marine, et dans ces cas-là, on peut avoir des trombes marines violentes, mais ça correspond à une minorité des cas. Enfin, j'imagine que dans un bateau au milieu de la mer, face à une trombe marine, on ne doit pas trop faire le fier. Les trombes marines peuvent faire des dégâts au niveau des embarcations légères, mais pas d'un gros bateau. Les vents générés sont à peine, entre guillemets, de l'ordre de 100 à 150 km à l'heure. Donc ça correspond à des tornades d'échelle F0 ou F1. Donc les dégâts ne peuvent pas être trop importants sur des gros bateaux. Ça peut renverser éventuellement une petite embarcation. Oui, si elle reste sur la mer. Dans cette vidéo brésilienne de 2015, la tornade a atteint le rivage et créé un vent de panique sur la plage. C'est toujours une trombe marine dans ces cas-là ? Parfois, les trombes marines arrivent sur le rivage et le tourbillon continue à progresser dans les terres. Et donc, une trombe marine peut devenir une trombe terrestre. Donc, dans ce cas-là, on retient le fait que c'est une tornade, mais qui a eu pour origine une trombe marine.
Waouh! Le ciel nous tombe littéralement sur la tête. Cette vidéo prise en 2013 au Canada montre un phénomène météorologique appelé micro-rafale. Rassurez-vous, rien à voir avec les fameux avions français. Et rien à voir non plus avec une tornade. Alors on confond souvent les micro-rafales et les tornades à cause de la force des dégâts, puisque les vents associés peuvent, dans les deux cas, approcher les 200 km/h, voire plus. Donc ça peut faire, par exemple, ça peut souffler le toit d'une maison, arracher des arbres de la même manière. Mais après, quand on regarde dans les détails, dans le cas d'une tornade, les débris vont être dispersés de façon convergente ou chaotique, avec des mouvements de torsion, alors que dans le cas d'une micro-rafale, les débris vont être éparpillés dans une direction un peu plus divergente et beaucoup moins chaotique. Et donc la différence entre les deux vient surtout de la répartition des dégâts et des débris. Les micro-rafales proviennent des orages, tout comme les tornades. Alors elles sont vraiment si différentes ? Les tornades et les micro-rafales n'ont rien à voir en termes de fonctionnement. Une tornade, c'est de l'air qui monte en aspirant donc vers le haut, alors qu'une micro-rafale, c'est une rafale descendante qui va faire des dégâts d'intensité similaire, mais avec donc un mouvement vers le bas. Et en plus, elle ne tourne pas. Je suis sûre que vous avez déjà senti des rafales de vent. À la mer, dans la rue, il y en a partout. Une micro-rafale, c'est la même chose. Sauf que les vents descendent vers le sol et sont juste un peu plus puissants. Comment se forment-elles dans ces cas-là ? En général, cela correspond à de l'air froid associé aux précipitations qui descend vers le sol assez brutalement et donc qui peut générer des vents à plus de 100 km/h. Et les macro-rafales, c'est la même chose ? Les macro-rafales, ou en anglais macro-burst, sont des rafales descendantes très violentes qui font au moins 4 km d'envergure. Elles peuvent en faire beaucoup plus dans certains cas, et donc elles font de très gros dégâts, alors que les micro-rafales ont une dimension plus faible, inférieure à 4 km. Par contre, la force des rafales associées n'est pas forcément plus forte dans l'un ou dans l'autre. On peut avoir de très fortes intensités, au-dessus de 200 km/h dans certains cas, pour les deux catégories. L'Hexagone n'est pas épargné par les tornades. Plusieurs dizaines touchent notre pays chaque année. Mais quelles sont les régions les plus touchées ? Le nord et le nord-ouest de la France sont les plus touchés au niveau des tornades. Pourquoi dans ces régions ? On peut expliquer cela par la présence plus récurrente pendant les épisodes orageux d'été de vents forts en altitude. Donc les orages ont besoin à la fois d'air chaud et humide, donc qui revient du sud de la France, mais aussi de vents forts en altitude qui vont créer un cisaillement de vent suivant la verticale et qui vont amplifier les tourbillons. Donc ces conditions-là sont plus souvent réunies sur le nord de la France parce qu'on est plus près des dépressions qui circulent vers les îles britanniques. En général, les tornades qui touchent notre pays sont de faible intensité. Sur l'échelle de Fujita, qui va jusqu'à EF5, elles n'atteignent que EF2. Pourtant, dans l'histoire, on a connu quelques épisodes tornadiques très impressionnants. Donc, dans l'histoire de la France, on a connu 2 tornades F5. La plus récente a eu lieu le 24 juin 1967 dans le Pas-de-Calais, à Palluel. L'autre tornade F5, il faut remonter au 19e siècle, le 19 août 1845, en Seine-Maritime, à Montville. Donc, d'ailleurs, cette dernière tornade a été la plus meurtrière qu'on ait connue en France. 75 personnes ont péri lors de cette tornade. C'est beaucoup. Mais c'est tout de même très loin derrière les dégâts causés par les tornades outre-Atlantique. Et pour cause, les États-Unis sont proches du golfe du Mexique, qui est un réservoir d'orages. Et il y a d'autres différences ? La saison des tornades en France n'est pas la même qu'aux États-Unis. On est plutôt au cœur de l'été pour la France, alors qu'aux États-Unis c'est la fin du printemps. Donc c'est plutôt au mois d'août qu'on atteint le pic d'activité tornadique en France. Mais il faut savoir qu'on peut en observer en toute saison, même au cœur de l'hiver.
On peut distinguer en France les tornades de saison chaude, en général de mai à septembre, avec un pic pendant l'été. Donc, sont associés à des orages souvent de nature supercellulaire, des orages violents qui donnent aussi de la grêle et de fortes rafales de vent, donc les orages d'été. Et puis les tornades de saison froide qui peuvent avoir lieu au cœur de l'hiver, avec en général une intensité moindre que les tornades de saison estivale, mais qui peuvent être tout aussi nombreuses. Environ 300 tornades touchent l'Europe chaque année. Et la région la plus touchée, notre Tornado Alley à nous, se trouve entre le Benelux et l'Allemagne. Ce tourbillon de sable a eu lieu en Australie. Ne tombez pas dans le piège, car s'il ressemble beaucoup à une tornade, il n'en a que la forme. En fait, c'est un dust devil, un tourbillon de poussière. Donc la formation des Dust Devils se fait grâce à un chauffage du soleil très important au niveau de la surface du sol. Par exemple, un sol sablonneux ou un parking. Et donc la forte chaleur va s'élever vers des altitudes plus élevées, assez brutalement. Et en général, on a une différence avec des régions voisines qui sont beaucoup moins chauffées, par exemple des forêts ou un lac. Et entre les deux, il peut se créer des tourbillons entre donc l'air chaud qui monte rapidement d'un côté et beaucoup moins de l'autre. Et ce tourbillon peut parfois s'emballer. S'emballer, c'est le cas de le dire. Les vents à l'intérieur de ce phénomène peuvent atteindre 100 km/h. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que s'il y a du vent et que ça tourne, pourquoi ce n'est pas une tornade ? Alors une tornade, c'est associé par définition à un orage. On ne peut pas parler de tornade s'il n'y a pas d'orage. Donc on peut avoir dans la nature des tourbillons, par exemple les Dust Devils, qui ont donc une allure de tornade avec une colonne rotative d'axe vertical, mais qui ne sont pas de nature tornadique. On a compris. Le Dust Devil, aussi appelé diable de poussière, n'a rien d'une tornade. Mais avec ce nom d'enfer, il doit bien être un peu dangereux, non ? En général, ces tourbillons de poussière sont beaucoup moins intenses que les tornades. Ils s'apparentent au bas de l'échelle de Fujita, F0, voire au pire F1. Donc ils ne font pas de gros dégâts, ils peuvent renverser quelques installations légères, mais pas de gros dégâts, en général pas de victimes. Voilà, c'est surtout donc, impressionnant visuellement. Normalement, une tornade n'a qu'un vortex ou qu'un tube. Mais parfois, elle peut se diviser et devenir une tornade à multiples vortex. Le principal type de tornade à multiples vortex, c'est la division de la rotation d'ensemble en petits noyaux rotatifs secondaires. Donc ça donne une impression d'une vaste tornade, mais pas bien organisée, avec des petits tourbillons secondaires. C'est un peu comme dans un manège, quand les nacelles tournent sur elles-mêmes autour d'un noyau. De quoi vous faire tourner la tête, quoi. Dans d'autres cas, des tornades à multiples vortex peuvent se former avec des vortex beaucoup plus éloignés les uns des autres, donc plus indépendants. Ça se forme quand un tourbillon d'axe horizontal se fait basculer suivant un axe vertical. C'est comme si donc, un tourbillon se faisait diviser en deux, et donc parfois même en quatre. Et donc ça aboutit à plusieurs tornades espacées les unes des autres, à quelques centaines de mètres, voire plus. Les tornades à multiples vortex causent souvent beaucoup de dégâts et sont plus dangereuses que les tornades classiques. Si jamais on se trouve sur sa trajectoire et qu'on n'a pas d'abri, il est plus difficile d'anticiper la trajectoire d'une tornade à vortex multiple qu'une tornade classique, puisqu'elle a un comportement plus chaotique avec des tourbillons secondaires dont la trajectoire est plus compliquée à anticiper. On voit moins bien aussi ce qui se passe, mais là, dans ces cas-là, c'est encore plus compliqué, par exemple pour un chasseur de tornades, d'anticiper sa trajectoire. Ça peut être beaucoup plus dangereux. À cause de cela, un chasseur de tornades expérimenté, Tim Samaras, a perdu la vie avec son équipe dans une tornade à multiples vortex, El Reno. Elle a eu lieu en 2013 en Oklahoma. Alors on l'a vu, les tornades sont des phénomènes météorologiques qui naissent très rapidement et qui ont une durée de vie plutôt courte. Malgré tout, est-il possible de prévoir les tornades et comment ? Ce sont les grandes questions que nous avons posées à notre expert. Alors pour prévoir la météo qu'il va faire demain, la première chose à faire, c'est déjà de comprendre le temps qu'il fait. Donc on va utiliser beaucoup de données d'observation pour déjà comprendre un petit peu l'état de l'atmosphère au moment où on va commencer à faire une prévision. Et puis dans un second temps,
on va chercher à comprendre comment l'atmosphère va évoluer. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les modèles de prévision. Ce sont de gros algorithmes qui tournent sur des ordinateurs et qui vont permettre de voir comment l'atmosphère va évoluer dans le temps. Et le prévisionniste, lui, va se baser sur les observations, l'évolution prévue par les modèles, et ensuite par son expérience pour voir le temps qu'il va faire dans les prochaines heures ou les prochains jours. Les orages vont être difficiles à prévoir parce qu'effectivement ce sont des phénomènes qui sont extrêmement localisés. Donc plutôt que de dire on va avoir un orage à un endroit donné, on va plutôt dire que sur une région concernée, il y a un risque d'orage. Et d'un point de vue météorologique, on va chercher à voir quels sont les ingrédients qui sont présents qui vont pouvoir dire que cette zone-là va être concernée par des orages. On pourra dire que ça va être une région qui sera concernée d'abord, peut-être même un département, que ça devrait être actif, pas trop actif. Mais après, on n'ira jamais jusqu'à faire une prévision pour dire qu'à 14h34, il y aura un orage à Toulouse et ensuite qui sera à 15h30 sur Albi, par exemple. C'est un phénomène qui est assez petit et qui est assez localisé. Quelquefois, une ville peut être concernée alors que celle d'à côté ne recevra rien. Et plus le phénomène météorologique est petit, et plus il est difficile à prévoir. Pour prévoir la présence de ces supercellules, on va rechercher justement les conditions météorologiques qui sont propices à leur formation. Ces supercellules vont se développer lorsque le vent va augmenter beaucoup avec l'altitude et lorsqu'il aura tendance également à tourner avec l'altitude. Donc on va rechercher des informations dans le vent. Donc ça ne va pas être du vent vraiment observé, ça va plutôt être la prévision que l'on a avec les modèles de prévision du temps. Et en regardant le champ de vent prévu par ces modèles-là à différentes altitudes, eh bien on pourra en déduire que les conditions sont favorables au déclenchement de supercellules au sein de nos orages. Eh bien on va utiliser les radars météorologiques qui détectent les pluies. Donc ça peut paraître assez bizarre de voir une tornade au travers d'un radar de pluie, mais c'est le moyen le plus fiable et le plus efficace de voir la trajectoire d'une tornade. Et donc pour cela, on va utiliser l'effet Doppler. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est ce qui se passe quand on entend par exemple une ambulance qui circule. On entend le pimpon d'ambulance de façon assez aiguë lorsqu'il arrive, lorsqu'il se rapproche, et il devient plus grave lorsqu'il s'éloigne. Et les radars de pluie mesurent cet effet Doppler. Donc un radar de pluie, si la pluie se rapproche, eh bien, il va l'identifier, et si la pluie s'éloigne du radar, il va l'identifier également. Et la supercellule, qui va générer la tornade, va être un nuage d'orage qui est en rotation. D'un côté, les pluies vont se rapprocher du radar, et de l'autre côté, les pluies vont s'éloigner du radar. Et si cette rotation devient très forte, eh bien, on n'est pas sûr à 100%, mais il y a de très fortes présomptions de chances que ce soit la présence d'une tornade au sein de cette supercellule. Par contre, ça ne permet pas de prévoir la tornade plusieurs heures à l'avance. On est sur l'ordre de grandeur que de quelques minutes, quelques dizaines de minutes à l'avance. Et donc aux États-Unis, en moyenne, la prévision d'une trajectoire de tornade se fait 15 minutes en avance. Il y a toute une série de mesures qui sont appliquées à partir du moment où on observe ce risque imminent en gros de tornade. On va avoir des décrochages dans les médias locaux qui vont justement insister sur ce risque dans les télés ou les radios locales. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'Américains ont des abris anti-tornade dans leur maison, qu'il y a des lieux sécurisés assez régulièrement dans les villes. Et par exemple, les sirènes de pompiers que l'on a en France sont utilisées là-bas pour avertir d'un risque imminent de tornade. Il y a beaucoup de moyens qui sont investis par les Américains en particulier pour améliorer la prévision des tornades. Donc ces moyens, ça va déjà vers des modèles de prévision qui sont encore plus fins, qui permettent de représenter des phénomènes de plus petite dimension, mais ça ne va pas permettre encore de prévoir les tornades. Et ce qui est également prévu par les Américains, c'est de disposer de nouvelles générations de radars de détection de précipitations des pluies, de manière à, là encore, essayer d'augmenter au maximum ce laps de temps entre l'observation de la tornade et son passage sur une ville donnée. Donc d'essayer d'améliorer ces fameuses 15 minutes. Là où on a une meilleure confiance dans l'évolution de la tornade, c'est une fois qu'elle s'est formée. Parce qu'effectivement, une fois que l'on a identifié le nuage en question, eh bien, il suffit de voir le déplacement de ce nuage-là pour voir le déplacement de la tornade. Par contre, après, c'est vrai que la tornade peut s'atténuer, se renforcer. Donc là, effectivement, il y a une incertitude sur le devenir de la tornade en tant que telle, mais en tout cas, la zone à risque peut être connue avec une bonne confiance. Et là, ça va être effectivement ces fameuses 15 minutes qui sont utilisées en moyenne aux États-Unis.
Pour prévoir le temps, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas décrire chaque particule de l'atmosphère, ce serait totalement impossible. Donc on va couper l'atmosphère en différents cubes. Et dans ces cubes, on va dire la température est de telle valeur, l'humidité est de telle valeur. Et donc on va avoir des informations sur les paramètres météorologiques dans ces différents cubes de l'atmosphère. Et après, on connaît les lois physiques d'évolution de l'atmosphère. Et donc on va faire évoluer ces petits cubes dans le temps et également dans l'espace. Alors on va avoir différentes tailles de cubes à disposition. Parce qu'on va avoir des modèles de prévision du temps qui vont couvrir le globe dans son ensemble, qui vont permettre de faire des prévisions à plusieurs jours à l'avance. Et là, actuellement, on se situe légèrement en dessous de 10 km pour la taille des cubes en dimension horizontale, bien sûr. Et puis pour des prévisions beaucoup plus précises, quelques heures à l'avance, eh bien, on va avoir des modèles un peu plus fins, mais qui ne vont pas couvrir le globe, qui vont couvrir qu'une région du globe. Et actuellement, on est descendu à des cubes qui font une taille horizontale d'à peu près 1 km. Et donc c'est pour cela qu'en météorologie, on a des calculateurs, des ordinateurs extrêmement puissants, parce qu'on imagine bien que plus le cube est petit, et plus l'atmosphère sera décrite avec précision. C'est un phénomène vraiment de très petite dimension, la tornade, ça fait à peu près 100 mètres de diamètre, donc c'est pour ça que c'est un phénomène qui est vraiment très difficile à approcher. 1 km pour la taille de la grille du modèle, c'est effectivement beaucoup trop grand pour prévoir une tornade. La tornade fait 100 mètres, et donc comme le pêcheur qui voudrait pêcher une crevette, s'il a un filet trop large, il n'arrivera jamais à attraper sa petite crevette au sein de son filet. Si vous aimez ce dossier, surtout n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez nous aider à en réaliser d'autres, vous pouvez aussi tiper pour nous soutenir financièrement, soit en faisant un don ponctuel, soit en nous soutenant mensuellement. En tout cas, quel que soit le montant de votre don, ça nous aidera. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'espritsorcier.org et bien sûr sur notre chaîne YouTube, l'Esprit Sorcier officiel. C'est pour la science.